La grande promesse de Pékin a l'air énorme, mais les chiffres racontent une toute autre histoire. Derrière les photos, l'Amérique pourrait surtout tenter de récupérer ce qu'elle a déjà perdu. Trump s'est envolé pour Pékin le 14 mai 2026. Entouré de certains des chefs d'entreprise les plus puissants de la planète, Jensen Huang d'NVIDIA, Elon Musk et une douzaine d'autres milliardaires ont embarqué à bord d'Air Force One. Les caméras tournaient, le monde regardait et tout donnait l'impression d'une Amérique arrivant en force. Mais le détail que tous les grands médias ont relégué au 12e paragraphe, c'est que c'est Washington qui a demandé la rencontre. Pékin n'a pas appelé, Pékin n'a pas supplié, Pékin a attendu. Dans la mise en scène trumpienne, même quand on demande la réunion, on peut encore vendre ça comme une entrée triomphale. Ce seul fait, ce fait discret et dévastateur, en dit plus sur l'état réel de cette guerre commerciale que n'importe quel chiffre de droits de douane, n'importe quelle conférence de presse ou n'importe quelle photo de poignée de main devant le grand palais du peuple. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est l'un des conflits économiques les plus importants du XXIe siècle. Il ne s'agit pas seulement de titres, il s'agit d'argent, d'économie et d'avenir. Le volet taïwanais de cette histoire change tout. Les vrais chiffres comptent, parce que l'image donnée par ce sommet de Pékin et la réalité financière qui se cache en dessous sont deux histoires complètement différentes. L'histoire remonte à avril 2025, quand Trump a lancé ce qu'il a appelé le Liberation Day, une vaste offensive tarifaire qui a frappé les importations chinoises de droits grimpant jusqu'à 145%. Le cadrage de la Maison-Blanche était confiant, presque triomphal. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, est allé à la télévision et a déclaré que la Chine jouait avec une paire de deux. Trump lui-même a affirmé qu'il avait des cartes incroyables et qu'il pouvait détruire économiquement la Chine. Quand une stratégie économique commence par une métaphore de casino, il ne faut pas s'étonner que la facture arrive à la table. C'était la posture, c'était la confiance affichée publiquement, mais ce qui s'est réellement passé était très différent. La Chine n'a pas cédé, la Chine a riposté de façon proportionnée, calculée et précise. Pékin ne s'est pas contenté d'augmenter les droits de douane, il a cessé d'acheter du soja américain, il a coupé les exportations de minéraux de terre rares, il a restreint le tungstène, un métal si essentiel à la défense américaine, à l'industrie manufacturière, à l'aérospatiale et aux dispositifs médicaux, que le contrôle mondial de 80% exercé par la Chine, en fait, effectivement, une arme stratégique. Les agriculteurs américains, cette base même qui a porté Trump au pouvoir, ont vu leurs exportations de soja vers la Chine s'effondrer de 75% au cours de la seule année 2025. Elles n'ont pas ralenti, elles n'ont pas légèrement baissé, elles se sont effondrées. Les exportations américaines de soja vers la Chine ont atteint 3 milliards de dollars en 2025, leur plus bas niveau depuis 2018. Les faillites agricoles aux États-Unis ont bondi de 46% en 2025 par rapport à l'année précédente. Le slogan disait que la guerre commerciale se gagnait facilement. Les champs du Midwest ont reçu la version sans maquillage. Cela signifie que près de moitié plus d'exploitations agricoles américaines ont sombré en une seule année. Ce ne sont pas des abstractions de Wall Street, ce sont des familles de l'Iowa, de l'Illinois et du Missouri qui ont semé des cultures que la Chine a refusé d'acheter parce que l'homme à la Maison-Blanche leur disait que la guerre commerciale se déroulait très bien. Et au cœur de cette histoire plus vaste se trouve le chiffre répété partout, l'accord agricole de 17, 5 milliards de dollars. Trump est revenu de Pékin en brandissant ce chiffre comme un drapeau de victoire. Des accords commerciaux fantastiques, a-t-il dit, une visite incroyable. La Maison-Blanche a publié une fiche d'information affirmant que la Chine avait accepté d'acheter au moins 17
5 milliards de dollars de produits agricoles américains par année jusqu'en 2028. 5 milliards de dollars, cela semble énorme. Cela ressemble à une victoire, mais quand on prend un peu de recul, l'histoire réelle raconte autre chose. C'est le genre de victoire où l'on applaudit bruyamment le retour d'une partie de ce qu'on a soi-même perdu en 2024. Un an plus tôt, la Chine achetait déjà pour 24 milliards de dollars de produits agricoles américains par année. En 2022, ce chiffre était de 38 milliards de dollars. Donc, ce que Trump célèbre comme une percée historique est un engagement à acheter environ la moitié de ce que la Chine achetait il y a à peine 4 ans. La guerre commerciale n'a pas seulement coûté à l'Amérique des parts de marché. Elle lui a coûté son niveau de référence et maintenant, l'accord de reprise ne permet même pas de revenir au niveau qui existait avant le début des dégâts. Il y a une autre couche à cette histoire dont presque personne ne parle clairement. L'engagement de 5 milliards de dollars pris par la Chine n'inclut même pas le soja. Le soja est traditionnellement la plus grande exportation agricole américaine vers la Chine, valant historiquement autour de 12 milliards de dollars par année à lui seul. L'engagement d'achat de soja a été conclu séparément en octobre 2025 lors d'un sommet en Corée du Sud où la Chine s'est engagée à acheter 87 millions de tonnes métriques sur plusieurs années. Donc, les 5 milliards de dollars s'ajoutent à cela. En additionnant les deux, le total approche 5 milliards de dollars, ce qui reste inférieur au niveau des bonnes années, mais se rapproche au moins davantage de la réalité. Sauf que voici la partie qui devrait faire réfléchir chaque agriculteur américain. La Chine ne respecte même pas pleinement les engagements qu'elle a déjà pris sur le soja. Au 30 avril de cette année, les données du USDA montrent que la Chine avait acheté 8 millions de tonnes métriques par rapport à une cible engagée, avec seulement 6 millions réellement expédiés. Les chiffres ne correspondent pas aux promesses. Dans une conférence de presse, une promesse peut gonfler comme un ballon. Dans les ports, il faut encore que les cargaisons existent, et ce n'est pas la première fois. Pendant le premier mandat de Trump, en 2020, Trump a conclu le fameux accord commercial de phase 1 avec la Chine, le célébrant comme une victoire massive. La Chine s'était engagée à acheter 200 milliards de dollars supplémentaires d'exportation américaine sur 2 ans. À la fin de cette période, la Chine n'avait acheté que 58% de ce qu'elle avait promis, pas 90%, pas 80%, ou 70%. L'accord ne s'est pas effondré à cause d'une rupture spectaculaire, mais parce que Pékin a simplement acheté moins et que personne ne pouvait l'obliger à faire autrement. Ainsi, lorsque l'analyste de l'industrie Susan Stroud affirme que le nouvel engagement de 5 milliards de dollars ramènerait les États-Unis à un niveau égal ou proche des valeurs commerciales de la préphase, ce qu'elle décrit en réalité, c'est un retour à l'après-coup d'un accord qui a déjà échoué une fois. C'est maintenant la référence, c'est ce qui est vendu comme historique, puisqu'il y a Boeing. Trump a fièrement annoncé que la Chine avait accepté d'acheter 200 avions à Boeing, une victoire de premier plan pour l'industrie manufacturière américaine. L'action de Boeing a chuté de 4% le jour où la nouvelle est sortie, parce que les initiés de l'industrie s'attendaient à un engagement plus proche de 500 avions. Le marché a regardé la même annonce que Trump célébrait, et y a vu une déception. Voilà la réalité financière qui se trouve sous les photographies du sommet. Les marchés ont fait ce que les communiqués évitent souvent, ils ont lu les petites lignes avant d'applaudir. Ce moment est essentiel à comprendre du point de vue du pur rapport de force économique. Les États-Unis exportent vers la Chine environ 1/5 de ce que la Chine exporte vers les États-Unis. Bessa avait raison sur ce ratio, mais il en a tiré exactement la mauvaise conclusion. Quand les deux camps augmentent les droits de douane, la douleur de la Chine est réelle, mais gérable. La douleur de l'Amérique frappe directement les prix à la consommation
les chaînes d'approvisionnement et les régions agricoles. Avant la première guerre commerciale de Trump, le tarif moyen américain sur les biens chinois était de 3%. Aujourd'hui, même après être redescendu des sommets à 3 chiffres de 2025, les droits de douane américains sur la Chine se situent à près de 48%. Selon le Peterson Institute for International Economics, les ménages américains absorbent une hausse moyenne d'impôts de 1 500 $ en 2026 à cause du régime tarifaire de Trump. Ce n'est pas un coût pour la Chine, c'est un coût pour les Américains. Appelez ça une taxe payée par la Chine, c'est pratique pour un meeting, beaucoup moins pour le reçu à la caisse. Et l'homme qui s'est envolé pour Pékin afin d'exiger des concessions de la Chine y est allé parce que l'économie américaine avait besoin de cette rencontre. Et non l'inverse. Pékin savait que Washington avait besoin de cette rencontre et Pékin a négocié en conséquence. Il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais dans la conversation financière américaine autour de ce sommet. La Chine est entrée dans la salle fondamentalement plus confiante qu'elle ne l'avait jamais été lors d'une précédente négociation avec les États-Unis. Scott Kennedy, du Center for Strategic and International Studies, l'a dit clairement, la Chine a été capable de repousser et de neutraliser une grande partie des actions de Trump. Ce n'est pas une opinion marginale. C'est un analyste principal de l'un des groupes de réflexion les plus respectés de Washington qui décrit l'issue d'une confrontation économique d'1 an. La Chine a absorbé le choc tarifaire, a riposté stratégiquement, a diversifié ses chaînes d'approvisionnement, puis s'est assise à la table selon ses propres conditions. Les chiffres montrent à quoi ressemble réellement cette diversification. En 2017, environ 60% des importations chinoises de soja provenaient des États-Unis. En 2025, 80% des importations chinoises de soja venaient du Brésil et de l'Argentine. La Chine n'a pas seulement survécu à la guerre commerciale, elle a utilisé cette guerre commerciale comme un mécanisme de pression pour réduire durablement sa dépendance à l'agriculture américaine, même si la Chine achète maintenant 5 milliards de dollars de produits agricoles américains par année. Le levier structurel que l'Amérique détenait autrefois sur Pékin, grâce à la dépendance agricole, a largement disparu. Le Brésil a capté cette part de marché pendant le conflit et n'a aucune intention de la rendre tranquillement. Voilà ce qui arrive quand les guerres commerciales s'étirent. Elles ne perturbent pas seulement le commerce temporairement, elles redessinent durablement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les entreprises américaines le comprennent mieux que quiconque. Apple a déplacé une part importante de sa production d'iPhone vers l'Inde. Nike a accru sa fabrication au Vietnam. Une entreprise d'appareils capillaires de Los Angeles, qui s'approvisionnait autrefois entièrement en Chine, répartit maintenant sa production entre la Corée du Sud, la France, l'Italie, le Vietnam et le Mexique. Ces décisions ne s'inversent pas à cause d'un sommet de 2 jours à Pékin. Ce sont des décisions d'allocation de capital sur 10 ans prises par des conseils d'administration qui ne font plus confiance à la stabilité du commerce entre les États-Unis et la Chine comme base de planification commerciale. Et cet exode à long terme des chaînes d'approvisionnement a un coût direct pour les travailleurs américains qu'aucune annonce d'accord commercial n'efface du jour au lendemain. Une chaîne d'approvisionnement ne revient pas au bercail juste parce qu'un communiqué porte le mot historique. Le volet de ce sommet qui n'a pas reçu l'attention qu'il mérite est Taïwan, parce que c'est là que les 5 milliards de dollars peuvent disparaître plus vite qu'ils n'ont été annoncés, en plein cœur du sommet de Pékin, alors que des accords commerciaux étaient discutés et que des chefs d'entreprise étaient assis face à des responsables chinois. Xi Jinping a regardé Trump et a lancé l'un des avertissements les plus directs jamais formulés par un dirigeant chinois à un président américain dans un cadre diplomatique formel. Xi a dit, et cela figure dans les médias d'État chinois, que si l'indépendance de Taïwan était mal gérée, les États-Unis et la Chine connaîtraient des affrontements, voire des conflits. Il a dit que cela pourrait mettre toute la relation en grand péril. Ce n'est pas un langage diplomatique, c'est une ligne rouge tracée en temps réel pendant un sommet commercial, puis
est venu le détail qui a envoyé des ondes de choc dans les cercles de politique étrangère. Trump, alors qu'il se trouvait à Pékin, entouré de responsables chinois négociant un cadre commercial, a suggéré qu'une vente d'armes américaines à Taïwan, en attente et d'une valeur de 14 milliards de dollars, pourrait faire partie de son levier de négociation avec la Chine. Il a lancé l'idée d'utiliser la défense de Taïwan comme monnaie d'échange, transformer la sécurité de Taïwan en jeton de négociation. C'est une façon très risquée de confondre diplomatie et poker télévisé. Le Congrès américain avait déjà approuvé en décembre un paquet d'armements distincts de 11 milliards de dollars pour Taïwan, et Pékin avait réagi en organisant des exercices militaires à tir réel autour de l'île. Ainsi, la stabilité financière d'un accord agricole de DICEPT. 5 milliards de dollars, d'une commande de 200 avions Boeing et de tout un cadre commercial repose en partie sur la manière dont Trump gère une décision de 14 milliards de dollars en matière d'armement impliquant Taïwan. Une seule erreur de calcul et chaque chiffre figurant dans la fiche d'information de Pékin devient sans importance. C'est pourquoi des analystes commerciaux expérimentés appellent à une grande prudence quant aux résultats du sommet. Deborah Helms, responsable de la politique commerciale à la Inric Foundation à Singapour, a déclaré que les annonces d'achats agricoles devraient être traitées avec prudence jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par la partie chinoise. Sa formulation exacte était frappante. L'annonce des DICEPT, 5 milliards de dollars, a été faite par une seule partie et l'autre partie n'avait pas confirmé les détails. Le compte-rendu du ministère chinois du Commerce sur le même sommet indiquait que les deux parties adopteraient des mesures, y compris la réduction de droits sur certains produits, mais ne fournissait aucun détail précis, ajoutant que les équipes négociaient encore les modalités. La fiche d'information de la Maison-Blanche était complètement silencieuse sur les droits de douane. Deux gouvernements, ensemble, deux comptes rendus différents. Cet écart n'est pas un problème de communication. Cet écart est une position de négociation. Quand deux versions sortent d'une même réunion, le triomphe annoncé ressemble surtout à un brouillon bien emballé. Le récit dominant ne devrait aveugler personne face aux données sous-jacentes. Cela compte énormément pour la façon dont les Américains devraient lire la situation. La relation commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est pas seulement la relation économique bilatérale la plus importante au monde, elle est l'épine dorsale des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la fixation des prix des matières premières, du transfert technologique et de la stabilité des marchés financiers. Quand ces deux économies s'affrontent, le monde entier absorbe les dommages collatéraux, les marchés émergents sont pris en étau, la volatilité des devises augmente et les prix des matières premières fluctuent fortement. Le conflit au Moyen-Orient, qui a provoqué le report de la visite de Trump à Pékin, initialement prévue en mars, a aussi perturbé les approvisionnements en engrais et fait augmenter les coûts des intrants pour les mêmes agriculteurs américains que l'accord de DICEPT. 5 milliards de dollars est censé aider. Le revenu agricole net en 2026 devrait diminuer de 2 milliards de dollars sur un an. La dette du secteur agricole continue de grimper. La seule raison pour laquelle le revenu agricole semble relativement stable sur papier, c'est que les paiements directs du gouvernement fédéral aux agriculteurs devraient augmenter de 34 milliards de dollars. Cela signifie que les contribuables américains subventionnent le secteur agricole pour compenser les dégâts causés par une guerre commerciale menée en leur nom. Voilà la réalité financière derrière les photographies du sommet. Des paiements gouvernementaux qui couvrent les blessures pendant que l'accord vedette est annoncé et célébré. Le spectacle parle de force. Le budget, l'OI, parle de pansements payés par les contribuables. La Cour suprême a ajouté à tout cela une autre dimension qui a été massivement sous-médiatisée. Plus tôt, en 2026, la Cour suprême a statué par 6 voix contre 3 que Trump avait outrepassé son autorité en utilisant l'International Emergency Economic Power Act pour imposer des droits de douane étendus
La décision a éliminé le droit de douane de 10% lié au fentanyl et le droit de douane réciproque de 10% sur les biens chinois. À titre de mesure temporaire, la Maison-Blanche a mis en place un droit de 10% pendant 150 jours en vertu d'une autre loi. En menaçant de le porter à 15%, le fondement juridique de toute l'architecture tarifaire de Trump est maintenant contesté au plus haut niveau du système judiciaire américain. Si les tribunaux continuent d'éroder l'autorité de l'exécutif en matière de droit de douane, tout le cadre de levier que Trump a apporté à Pékin commence à paraître nettement plus faible. La Chine le comprend. Les négociateurs de Pékin ne lisent pas les communiqués de presse de la Maison-Blanche, ils lisent les décisions de la Cour suprême. Même la meilleure formule de meeting devient moins impressionnante quand les juges commencent à lire le mode d'emploi. Voilà où en sont réellement les choses. Les États-Unis et la Chine se sont entendus sur un cadre. Il y a 2 nouveaux conseils, un conseil du commerce et un conseil de l'investissement, qui serviront à arbitrer les différends et à discuter de nouvelles réductions tarifaires sur environ 30 milliards de dollars de biens. Cela semble important jusqu'à ce qu'il devienne clair que 30 milliards de dollars représentent moins de 10% de la valeur totale des échanges entre les 2 pays en 2025. Le cadre est réel et les progrès sont réels. Mais l'écart entre l'annonce et la reprise économique concrète est énorme. L'histoire des engagements non respectés est bien établie. La visite de Trump à Pékin en 2017 a produit un accord selon lequel China Energy Investment Corporation devait investir près de 84 milliards de dollars dans le gaz de schiste et la fabrication chimique en Virginie occidentale. Cet accord s'est entièrement dissous à mesure que les tensions montaient. Disparo. Pas partiellement réalisé. Disparo. L'accord de phase de 2020 a été honoré à hauteur de 58 cents par dollar. Le schéma est constant et il porte une leçon claire. Les annonces issues des sommets entre les États-Unis et la Chine sont des points de départ pour des négociations, pas des accords conclus. Des points de départ, c'est la façon la plus honnête de décrire tout ce qui est sorti de Pékin les 14 et 15 mai 2026. Et les points de départ ne sont pas des tours d'honneur. Mais dans la grammaire politique de Trump, un point de départ peut être présenté comme une ligne d'arrivée avec fanfare. Ce que la Chine a réellement obtenu du sommet compte, parce que dans toute négociation, les 2 parties repartent avec quelque chose. Les médias financiers ont passé beaucoup plus de temps à analyser ce que l'Amérique a gagné que ce que l'Amérique a concédé. Xi a obtenu la première visite d'un président américain en exercice depuis près d'une décennie. Il a obtenu des photos de milliardaires américains. Jensen Huang, Elon Musk et 12 autres, voyageant vers Pékin à bord de l'avion du président des États-Unis, entrant dans des bâtiments du gouvernement chinois et s'asseyant face à des responsables chinois. Cette image, diffusée sur toutes les chaînes des médias d'État en Chine, communique quelque chose de très précis au public chinois et au reste du monde. Les États-Unis sont venus en Chine. Cette victoire d'image n'a rien coûté à Pékin et offre une énorme valeur politique intérieure à Xi à un moment où l'économie chinoise elle-même traverse d'importants vents contraires. Xi a aussi obtenu que Trump lance l'idée d'utiliser la défense de Taïwan comme jeton de négociation, ce que Pékin recherche depuis des décennies. À partir du moment où un président américain laisse même entendre que l'approvisionnement en armes de Taïwan peut être échangé contre des concessions économiques, toute l'architecture de sécurité de la région Indo-Pacifique change psychologiquement. Les alliés de l'Amérique au Japon, en Corée du Sud et en Australie, observent cela de très près. Les marchés financiers de ces pays intègrent le risque géopolitique d'une manière qui a des conséquences directes sur les flux d'investissement américains dans toute la région Asie-Pacifique. Puis, il y a la réalité des terres rares qui devrait être au premier plan pour tout Américain possédant un téléphone intelligent, conduisant une voiture ou s'intéressant aux dépenses de défense. La Chine contrôle l'accès aux minéraux qui font fonctionner la technologie moderne. Les éléments de terres rares entrent dans les semi-conducteurs, les batteries de véhicules électriques, les téléphones intelligents, les avions de chasse, les systèmes de guidage de missiles et l'équipement d'imagerie médicale. Pendant l'escalade de la guerre commerciale de 2025,
la Chine a restreint les exportations de tungstène et a périodiquement menacé de coupures plus larges des terres rares. Le sommet de Pékin a produit un engagement de la Chine à répondre aux préoccupations américaines concernant l'accès aux terres rares, mais répondre, dans le langage diplomatique, signifie dire qu'on va en parler, il n'y a aucun engagement contraignant, aucun calendrier, aucun mécanisme d'application. La vulnérabilité de l'Amérique en matière de terres rares, que la Chine a délibérément cultivé pendant 15 ans comme levier stratégique, demeure structurellement non résolue après ce sommet. On va en parler, n'a jamais rempli une usine de semi-conducteurs, ni sécurisé une chaîne militaire. Pendant ce temps, la Chine a investi des milliards dans son industrie nationale des semi-conducteurs précisément pour réduire sa propre dépendance à la technologie américaine des puces. Lorsque les États-Unis ont bloqué les livraisons de puces avancées vers la Chine, Pékin n'a pas accepté la limitation. Il l'a contournée par le financement. La Chine domine maintenant le marché mondial des puces ancienne génération et comble l'écart dans la production de puces avancées plus rapidement que la plupart des analystes américains ne le prévoyaient il y a 2 ans. La guerre technologique qui devait ralentir la Chine a accéléré l'investissement industriel intérieur chinois dans les secteurs mêmes que l'Amérique tentait de contenir. C'est la mauvaise évaluation stratégique fondamentale au cœur des 8 dernières années de politique économique entre les États-Unis et la Chine. Les droits de douane et les restrictions technologiques étaient censés affaiblir la position industrielle de la Chine. À la place, ils ont agi comme un mécanisme de pression en faveur d'une politique industrielle poussant Pékin à construire ce qu'il ne pouvait pas acheter. Et maintenant, ces capacités nationales arrivent à grande échelle précisément au moment où Washington tente de négocier à partir d'une position de force économique. Scott Bessent a dit que la Chine jouait avec une paire de deux. Les données disent autre chose. Sans la guerre commerciale de Trump, depuis 2017, les exportations américaines vers la Chine auraient été près de 60% plus élevées en 2025. Soit environ 90 milliards de dollars par année. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est près de 1000 milliards de dollars en revenus d'exportation cumulés perdus au cours de la décennie. Les agriculteurs, les fabricants et les consommateurs américains absorbant la majorité des dommages, pendant que le déficit commercial que les droits de douane étaient censés corriger a à peine bougé. En 2025, le déficit commercial américain a diminué de seulement 1 milliard de dollars par rapport à 2024. Et cette réduction venait entièrement de l'excédent des services. Le déficit des biens a en réalité augmenté de 5 milliards de dollars sur 1 an. Les droits de douane étaient censés réduire le déficit commercial et le déficit commercial des biens a augmenté. Quand le remède agrandit le problème qu'il prétend régler, le communiqué peut sourire, mais les chiffres restent impolis. Rien de tout cela ne veut dire que le sommet de Pékin était sans valeur. Rien de tout cela ne veut dire que l'engagement agricole de 5 milliards de dollars s'effondrera comme les accords précédents. Rien de tout cela ne veut dire que Xi et Trump ne peuvent pas construire un cadre plus stable à l'avenir. La création de conseils formels pour la médiation des différends en matière de commerce et d'investissement constitue une architecture institutionnelle réellement utile. Le rétablissement de l'accès au marché pour plus de 400 installations américaines de bœuf est un avantage concret et immédiat pour les éleveurs américains. La reprise des importations américaines de volailles en Chine compte pour les producteurs américains qui avaient perdu ce marché. Ces éléments sont réels, ils doivent être reconnus. Mais réel et historique sont 2 mots très différents. Et l'écart entre ce qui a été annoncé à Pékin et ce que les données financières réelles montrent sur l'état du commerce entre les États-Unis et la Chine est assez large pour y faire passer un porte-conteneur. C'est là que le marketing politique adore le mot historique. Il prend beaucoup de